Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire un peu spécial aujourd'hui organisé par le Hibou à l'honneur de la journée des droits de la femme qui a eu lieu dimanche dernier. En attendant que tout le monde se connecte, vous pouvez commencer par nous dire d'où vous vous connectez dans le petit chatbot et si vous êtes freelance et dans quel est votre métier d'activité. Nous sommes aujourd'hui du coup en présence de deux consultantes expertes, Carmen et Lydia, qui vont nous partager leur expérience en tant que femmes dans la tech aujourd'hui. En attendant que d'autres personnes se connectent, je pense que je peux commencer par présenter un petit peu le Hibou, la société, pour les petits nouveaux qui ne nous connaissent pas encore. Alors, le Hibou, c'est une plateforme une société de freelancing qui est numéro 1 dans la tech et dans l'innovation. Nous comptons aujourd'hui plus de 120 000 freelances inscrites en Europe, avec 20% de croissance par année, par an, de notre communauté. Nous avons en moyenne des missions longues de durée de 19 mois. Nous avons comptabilisé en 2025 7500 missions longues. Nous sommes, comme vous pouvez voir sur la présentation, nous sommes présents partout en France, au Benelux, en Espagne et en Allemagne aussi. Une petite présentation pour voir nos clients qui nous font confiance depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, nous travaillons notamment avec des grands comptes dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines d'activité. Notamment, nous avons BNP, le secteur bancaire. Nous avons aussi LVMH, qui est du secteur textile. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est un petit webinaire assez spécial. C'est la première fois déjà que nous avons deux intervenantes. Et on va échanger avec elles et elles vont nous partager aujourd'hui leur expérience. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme en 2025 dans la tech? Quels ont été les défis, les fiertés rencontrées durant leur parcours professionnel? Je pense que vous pouvez commencer par vous présenter dans un premier temps. Donc, Lydia, si tu veux commencer par me dire quelques mots sur toi, sur ton parcours. Voilà. Ok. Alors, je m'appelle Lydia, donc j'ai 38 ans. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le conseil. Donc j'ai accompagné plusieurs acteurs grands comptes français et internationaux sur des problématiques de transformation digitale, direction de projet en France et à l'international. Et récemment, j'ai commencé à faire pas mal d'IA. Et donc, toujours dans le cadre de structuration et d'amélioration des processus en continu. Et je suis très contente de vous rejoindre aujourd'hui. Voilà. Plaisir partagé. Et toi, Carmen, si tu pouvais me dire quelques mots sur ton parcours. Donc, moi, c'est Carmen, je suis basée à Nantes. Moi, je suis originaire de Sibiu, en Transylvanie, en Roumanie. Et aujourd'hui, je suis double nationalité, double culture, au point, j'ai passé mes 20 premières années de ma vie en Roumanie et les 20 autres en France. Donc, moi, j'ai un parcours peut-être un petit peu atypique pour la tech. J'ai des études en gestion des entreprises, une expérience de 19 ans, dont 12 ans d'expérience fonctionnelle en banque, dans un environnement entreprise multimarché. Et depuis 2023, je suis en tant que chef de projet ici dans la tech.
Ok, très bien. Ben, je vous souhaite toutes les deux la bienvenue et nous sommes très contentes de vous accueillir aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour les petits nouveaux, du coup, moi, je suis Laurie, user care operator chez les Hiboux. Je me charge de tout ce qui est communauté freelance. Je fais aussi de la modération et je m'occupe très récemment des webinaires. C'est moi qui présente depuis quelques mois. Alors, aujourd'hui, pour notre webinaire, du coup, notre programme, ça va être plus en termes d'échange. On va venir voir les plus grands moments clés du parcours professionnel de Carmen et de Lydia. Et à la fin, nous aurons un petit moment pour les questions, comme nous avons l'habitude de faire. Alors, on peut tout déjà commencer. Alors, d'abord, j'aimerais on peut venir sur le moment du déclic. Pour vous, quel a été l'événement de votre carrière tech qui a été un point bascule, qui a été un moment important pour vous en tant que femme? Carmen, si tu pourrais commencer. Oui, donc pour moi, un vrai point de bascule dans ma carrière, donc a été le moment où je suis passée d'un rôle très opérationnel. Comme je disais, j'ai exercé pendant 12 ans en banque à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, un rôle dans la tech où je devais porter la vision et arbitrer des décisions techniques et métiers en tant que chef de projet, product owner, voire responsable MCO. Et est-ce que tu aurais des exemples, par exemple? Oui. Je vais vous donner un exemple. Chez Hop, compagnie aérienne, filiale d'Air France, j'ai évolué dans un environnement très technique lié au système critique de l'aérien et encore très masculin. Je pense qu'à l'arrivée, on était 4-5 filles pour une DSI de 80 personnes. Donc, au début, j'avais parfois tendance à vouloir prouver en permanence ma légitimité, notamment dans les échanges avec des équipes très expertes. Le déclic est venu lorsque j'ai piloté des sujets transverses touchant à la fois les RH, la finance, la sécurité des vols et maîtrise de risque. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma valeur ne résidait pas uniquement dans l'expertise pure, mais dans ma capacité à créer le lien entre les métiers, à comprendre les enjeux opérationnels et à amener les équipes vers des décisions concrètes. Donc, ce moment, ça m'a fait changer de posture. Je suis passée d'une logique de justification à une logique d'impact et de leadership. En tant que femme dans la tech, cela m'a fait aussi comprendre quelque chose d'important. Notre légitimité ne vient pas seulement de la technique, mais aussi notre capacité de faire avancer des organisations complexes et des équipes diverses. Depuis, j'assume beaucoup plus ce rôle de facilitatrice et porteuse des visions, qui est finalement au cœur des métiers de la tech aujourd'hui. Ok, très bien. Et pour toi, Lydia, quel a été le déclic dans ta carrière, ton point de bascule? Alors, pour moi, il n'y a pas un seul événement qui a fait que j'ai ce déclic-là. Il n'y a pas un seul événement, il y en a plusieurs. Alors déjà, ça a commencé depuis que j'étais en école d'ingénieur. Alors, en école d'ingénieur, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Hein. Dans une amphi, par exemple, de 40 personnes, on était peut-être 6 ou 7. Et là, je me suis rendu compte que, en tout cas, dès qu'il y a moyen de pouvoir briller autant que femme, c'est perçu par tout le monde comme étant quelque chose d'assez spécifique, par exemple, quand on donnait les notes, vous allez, je me souviendrai toujours d'un prof qui disait, vous allez être surpris, c'est qui a la meilleure note, c'est une fille. Et moi, ça m'a toujours un petit peu marqué parce que cette différence entre les filles et les garçons, elle est persistante. Ouais. Et moi, étant donné que je viens d'une culture, je suis marocaine, je viens d'une culture où la différence, elle est assez marquée, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça a relevé, ça nous a permis d'avoir en tout cas, ça m'a permis d'avoir une
de me positionner en compétiteur dès le début, ce qui n'est pas forcément très positif. Après, dans ma carrière professionnelle, en tout cas, alors avant de parler de déclic, je dirais que bien avant, en tout cas à mon époque, moi ça fait 15 ans que je travaille, donc il y avait un certain nombre d'attitudes vis-à-vis des femmes qui étaient un peu permises, mais après, heureusement qu'après, maintenant elles sont plus permises et j'en suis très contente, je pense que beaucoup le seront. Et ça m'a donné conscience d'une chose, qu'il y a une vraie inégalité dans les milieux professionnels et surtout très masculins entre les femmes et les hommes. Donc, je ne dirais pas un seul déclic dans le cadre de ma carrière professionnelle, je dirais plusieurs. Mais avec le recul, j'ai pris en tout cas le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé et de me dire qu'il faut réussir à transformer toute cette réalité en quelque chose de positif et en faire quelque chose de mieux. Voilà, et ne pas s'arrêter qu'à ces événements, on va dire, de compétition, de petites phrases un peu misogynes, mais réussir. Ouais, je pense que ça a été très courageuse de ta part. Je pense que honnêtement, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier-là qui auront cette mentalité-là. Des fois, elles peuvent être découragées justement face à ces commentaires. Et je pense que, comme tu dis, c'est le mieux de transformer tout ça là en façon positive. Oui, il faut et savoir. derrière, Exactement. oui, de ne jamais laisser tomber. Voilà. Après, en parlant d'expérience professionnelle, bien évidemment, au fur et à mesure de ma vie de consultante, j'ai réussi à prendre le lead sur certains sujets qui étaient beaucoup plus importants au fil des années. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est l'expérience qui a fait ça. L'expérience et également mon implication, en tout cas sur les différents projets que j'ai pu mener. Mais comme aujourd'hui, on va parler de femmes et de tech et qui sont des sujets qui m'intéressent beaucoup, j'ai préféré répondre au déclic par ce biais-là, en parlant vraiment de ces situations-là. Voilà. Ok, très bien. Très intéressant en tout cas. Vos retours. Je pense que ça peut aider pas mal d'intervenants, surtout les plus jeunes aujourd'hui qui commencent, les plus jeunes de 20 ans qui commencent dans ce métier-là, ils peuvent prendre exemple. Du coup, quel a été votre plus grand obstacle, la difficulté justement dans votre parcours professionnel aujourd'hui? Lydia, si tu pourrais commencer. Alors moi, alors par rapport, parce que en tout cas, on a reçu les questions, la réflexion s'est faite sur les obstacles. J'ai beaucoup réfléchi aux obstacles. Et encore une fois, je n'ai pas un seul obstacle, parce que la vie telle qu'elle est faite de beaucoup d'obstacles qu'il va falloir essayer de régler, d'aller outre ces obstacles pour pouvoir, en tout cas, avancer, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, il n'y en a pas un seul. Il y a le fait que j'ai travaillé dans des milieux très exigeants. Il y a des fois, je me suis retrouvée dans des situations où je ne comprenais pas forcément parce que quand on vient de la tech, on ne peut pas tout connaître. Il y a certaines technologies qui viennent d'arriver qu'il faut apprendre. Quand on arrive, par exemple, je suis en train de travailler sur la facturation électronique, ce n'est pas quelque chose que je connais, c'est quelque chose que j'apprends. Donc, il y a toujours des choses sur lesquelles il va falloir monter en compétence, les apprendre. Et surtout prouver qu'on a de la légitimité. Et ça, c'est quelque chose que, en tout cas, j'ai vu durant tout mon parcours. Donc, ce qui me rend un peu le plus fière, c'est que, à travers mon parcours, en tout cas, j'ai pu construire mon propre chemin. C'est que j'ai pas calqué le modèle de quelqu'un d'autre ou le modèle d'une autre femme. C'était vraiment mon chemin à moi que j'ai pu tracer, et en étant, que ce soit le fait d'avoir été en cabinet en CDI, de passer en indépendante, de prendre de plus en plus de responsabilités en tant qu'indépendante. Et puis, et ça, j'ai pu le faire aligné avec mes propres valeurs. Voilà, c'est ça qui me rend le plus fière. Plus fière, oui. Ok, très bien.
C'est si joliment dit, je trouve. Et pour toi, du coup, Carmen, pour toi, quel a été le plus gros défi ou les plus gros défis dans ta carrière et qu'est-ce que tu en as fait pour que ça devienne ta plus grande réussite? Euh, Moi également, je pense que le plus grand obstacle dans mon parcours, ça n'a pas été un projet, une techno en particulier, mais plutôt le sentiment de devoir constamment prouver ma légitimité dans des environnements très techniques et souvent majoritairement masculins. Je pense qu'on a un point commun avec Lydia sur cette partie-là. Donc, au début de ma carrière dans la tech, j'avais parfois l'impression qu'il fallait toujours en faire un peu plus, être irréprochable, maîtriser tous les sujets, ne pas montrer de doute. Avec le temps, j'ai compris que cette pression, en fait, beaucoup de femmes dans la tech la ressentent. Donc, le vrai défi a donc été de trouver ma place sans essayer de correspondre à un modèle qui n'était pas forcément le mien. La réussite, pour moi, aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à évoluer vers des rôles de responsabilité, comme chef de projet, product owner, où je pilote des sujets complexes qui touchent à la fois la technologie, les métiers, les enjeux opérationnels. Mais au-delà des projets eux-mêmes, ce que je suis la plus fière, c'est d'avoir trouvé ma propre manière de faire de la tech. Une approche très transverse, tournée vers la collaboration, un impact concret pour les équipes et l'organisation. Une approche, c'est, comme je disais, avoir trouvé ma propre façon de faire de la tech, plus collaborative, plus transverse, plus orientée à impact. Et si mon parcours peut aussi montrer à d'autres femmes qu'il est possible de prendre sa place dans ces environnements, à ne pas avoir un parcours linéaire dans la tech, alors c'est probablement la réussite la plus importante. J'ai compris que quelque chose d'important, en fait, la légitimité, elle vient pas du fait de ressembler à ceux qui étaient là avant nous, en fait. Elle vient du fait d'apporter quelque chose de différent. Donc, osons, on a toute notre place, en fait, sur dans la tech. Ah, Je pense qu'on a perdu Laurie. je pense. Bah, pas de souci. En tout cas, j'aimerais juste vous donner 2 retours qu'on a eu dans le chat parce que je les trouve assez intéressants. On a Super. Camille qui nous dit qu'elle a plus de 40 ans et que toute sa vie, ça a été du non parce que c'est pas un métier de femme et qu'après, tu as une place parce que tu es une femme, en fait. Et voilà, elle trouvait ça assez dur et assez hypocrite. Donc, il y avait déjà ça. Et on a aussi Laurence qui nous dit que c'était drôle parce qu'en vous écoutant, elle réalise que son plus grand obstacle, c'est elle-même. L'envie de prouver et la propre pression qu'on se met qui est même supérieure parfois à celle qu'on nous met à l'extérieur. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ces 2 retours? Ah bah, moi, je suis complètement d'accord. C'est ce qu'on dit. On peut être notre meilleur ami, comme on peut être notre plus grand ennemi. Donc, c'est vrai que parfois la pression, on se la met et il n'y a pas forcément raison de la mettre aussi. Moi, j'aimerais bien réagir à Laurence. Alors, elle parle du fait qu'on se met notre propre pression. Parce que justement, on ne se sent pas légitime. C'est pour ça. Mais en fait, ça vient souvent de nous. Il faudrait que nous, on s'assoie avec nous-mêmes. Ça fait un peu yoga, développement personnel, mais ça commence toujours par connaître sa propre valeur. Et souvent, je trouve que les hommes, ils ont naturellement ça, alors que beaucoup de femmes ont beaucoup de doutes, elles se posent beaucoup trop de questions avant de se lancer dans un grand projet ou un petit projet, peu importe, alors que les hommes, ils n'ont même pas ça du tout. Et ça, je pense que ça doit être beaucoup plus vulgarisé dans des plateformes comme aujourd'hui. Et merci au Hibou d'avoir organisé ça. Mais ça doit être fait dans d'autres circonstances. Et arrêtons de nous mettre la pression
pas que sur le plan professionnel, sur d'autres plans que je ne m'étalerai pas là-dessus aujourd'hui. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi, hein. C'est vrai qu'on a toujours besoin, en fait, d'être validé. Que quelqu'un nous dit oui, tu peux faire. Ah non, tu le sens, tu sais que tu es légitime, tu as envie d'y aller, tu as toutes les compétences nécessaires pour. Vas-y, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te donne la permission de faire. Merci beaucoup pour vos réponses. Dans le chat, ça fait du bien à beaucoup de monde apparemment. Donc, Ouais. donc voilà. Et j'aime beaucoup le sexisme positif ou négatif. Ah, ça, Mm. c'est un peu ce jeu, hein. Ok. Alors, toutes mes excuses, j'ai eu une petite coupure, souci de connexion, mais c'est les aléas du direct, on va dire. Alors, Blanche, du coup, tu as repris la main sur la presse. Alors, j'ai juste lu les messages qu'il y avait dans le chat qui étaient en réaction à ce qu'elle venait de dire, mais du coup, non, on en est au même point. Tu peux reprendre, t'inquiète pas. Ok, très bien. Merci. Alors, du coup, oui, je vois qu'on a pas mal d'interactions dans le chat et continuez de nous envoyer vos témoignages à vous. Ça nous fait plaisir de les lire et d'en discuter ensemble. Du coup, comme j'ai entendu lorsque je me suis connectée que vous parliez justement du syndrome de l'imposteur et est-ce que ça vous a déjà freiné quelque part dans votre carrière à toutes les deux et est-ce que ça vous a permis en soit de reprendre confiance en vous, de vous affirmer et de dire non, j'ai le droit d'être ici, j'ai le droit d'être chef de projet, par exemple. C'est pas un métier juste consacré à l'homme, au masculin. Même en tant que femme, j'ai le droit. Carmen, est-ce que tu peux nous dire quelques mots du coup dessus? Oui, je pense comme beaucoup de femmes dans la tech, le syndrome de l'imposteur m'a déjà freiné à certains moments, hein. Surtout au début, dans des environnements, comme je disais, très techniques, majoritairement masculins. Il m'est arrivé de me dire que j'avais encore à apprendre, encore prouver avant de me sentir vraiment légitime pour prendre de la parole ou porter certaines décisions, parce qu'en fait, c'est plus ça, hein, porter des décisions. Ce qui m'a aidé à prendre confiance, c'est d'abord l'expérience. Donc, en pilotant des projets de plus en plus transverses, j'ai réalisé que ma valeur ne venait pas seulement de l'expertise technique pure, mais de ma capacité à faire le lien entre les équipes, comprendre des systèmes complexes, faire avancer les décisions. C'est des fois, effectivement, j'entendais Lydie dire, oui, je suis sur un sujet que je ne connaissais pas. On doit apprendre, on a toujours cette curiosité et cette curiosité de comprendre quel est l'écosystème, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place pour avancer. Il y a aussi eu une prise de conscience importante. J'ai compris que le doute, en fait, n'est pas un signe d'illégitimité, c'est souvent un signe d'exigence envers soi-même. Donc, je pense que là, la pression, on se la met. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai essayé de transformer ce doute en moteur pour continuer à apprendre, à progresser. Et finalement, j'aime bien rappeler une chose. Les filles, le syndrome de l'imposteur, il disparaît pas forcément, hein. Mais par contre, on peut apprendre à ne plus le laisser décider à notre place. On apprend simplement à avancer, même quand il est là. On avance. Ouais. Il faut persévérer et persister, ne pas abandonner. Oui, on pense souvent qu'il faut attendre, se sentir légitime pour prendre sa place. Mais en réalité, c'est en prenant sa place qu'on devient légitime, en fait. Exactement. Tout à fait d'accord. Et pour toi, du coup, Lydia, est-ce que ça t'a déjà freiné? Est-ce que ça t'a permis de prendre plus confiance en toi quelque part? Alors oui, le fameux syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il ne l'a pas connu. Par contre, là, je pense qu'on n'a pas beaucoup de chance parce que franchement, je pense que les femmes l'ont beaucoup plus que les hommes. Ça, je pense que c'est indéniable. À moins d'avoir été accompagnée au tout début de sa carrière par un mentor qui va montrer la voie de la raison et la voie de la réussite.
En tout cas, moi, je pense qu'avec du recul, j'aurais dû prendre un mentor un petit peu plus. Mais je ne savais pas, je ne connaissais pas l'existence d'un mentor à l'époque. Mais c'est après que je l'ai comprise. Il y a, donc moi, si j'ai une recommandation à donner, c'est franchement, au tout début de sa carrière, il faut prendre des mentors et poser des questions à des personnes qui sont passées par le même parcours. Il y a des plateformes pour, cherchez-le, ça va toujours vous aider. Alors, comment pallier à ce syndrome de l'imposteur? Je dirais, c'est l'expérience. Je rejoins complètement Carmen là-dessus. C'est l'expérience, c'est le fait de prendre de plus en plus de projets exigeants, d'avoir été face à des environnements très exigeants, des personnes exigeantes, mine de rien. Les personnes exigeantes, c'est avec elles qu'on apprend le mieux. C'est pas avec des personnes qui laissent passer énormément de choses. Donc Ok. il faut toujours s'améliorer. Le syndrome de l'imposteur, il restera là, quelque part. Mais pour en tout cas le maîtriser, il faut bien préparer ces sujets et il faut essayer de se faire confiance et ne pas prendre trop les sujets à cœur, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, vraiment, parce que quand on réfléchit à tous les sujets qu'on a pris à cœur quand on a été jeune ou même la semaine dernière par rapport à certains événements professionnels, on se dit mais pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais stressée comme ça. Il faut juste se faire confiance et bien préparer ces sujets. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Et dites-nous, vous, dans le chat, est-ce que vous avez déjà eu ces moments-là dans votre carrière? Est-ce qu'on vous a déjà dit non, justement, que c'est pas votre place à vous? Et comment est-ce que vous avez fait pour ne pas laisser tomber? Alors, on peut avancer, je pense. Déjà, je pense on a fait beaucoup d'efforts et beaucoup d'améliorations, je dirais, face à ça, comparé à des années avant. Et je pense qu'on peut faire encore plus pour pouvoir trouver notre place d'ici 10 ans, d'ici 2030. Et pour vous, en tant que femmes qui ont plusieurs expériences, d'après vous, quels sont les changements qui sont essentiels pour qu'on puisse vraiment briser les barrières et s'affirmer, mais surtout dans ce métier-là, dans le métier de la tech? Tu veux y aller, Carmen? Oui. Allez. Pour moi, je pense qu'il y a 3 changements essentiels si on veut réellement briser les barrières dans la tech d'ici 2030 ou dans 10 ans. Le premier, c'est la visibilité. On ne peut pas aspirer à ce qu'on ne voit pas. Plus il y a des femmes visibles dans des rôles techniques, des rôles de leadership, des rôles de décision, plus cela deviendra naturel pour les générations qui arrivent aujourd'hui. Il n'y a pas de modèle, c'est là, on se sent seul, on ne se sent pas épaulé. Donc, visibilité, premièrement. Le deuxième, je pense, c'est la culture des équipes. Et la question n'est pas seulement d'attirer des femmes dans la tech, mais aussi des environnements où elles peuvent réellement évoluer, prendre des responsabilités, être entendues. Je trouve que c'est super important. Et en troisième point, ce qui est souvent sous-estimé, c'est la confiance et l'encouragement très tôt dans le passé. Beaucoup de talents féminins s'autocensurent avant même d'essayer. Il faut multiplier les modèles, préparer l'idée de mentorat, les espaces où les femmes peuvent se projeter. Je pense que c'est super important en fait. Mais après, on revient souvent à ça. Le vrai changement sera atteint, je pense, quand on ne parlera pas de la place des femmes dans la tech, mais simplement la place des talents. Je pense qu'on a toute notre place, mais on doit vraiment l'incarner telle que notre place, elle est là, on doit venir, on doit la prendre. Lydia, tu disais, les hommes, ils n'ont pas du tout des états d'âme, ils ont un sujet en tête, ils ont une envie, un projet.
ils foncent, ils ne se posent pas autant de questions que nous. Donc, tout à fait. Ils ne se posent pas beaucoup de questions, ça c'est clair. Alors moi, pour répondre à cette question, moi je pense que j'y ai déjà répondu tout à l'heure un petit peu, c'est le mentorat et le mentorat féminin. Parce que avoir un mentor féminin qui comprend tout ce qui se passe dans la tête d'une femme, ça c'est quelque chose de très 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 important. Parce qu'au-delà du parcours professionnel, il y a également tout ce qui se passe dans la sphère privée. Évidemment, un mentor n'est pas là pour faire le psychologue, mais on peut partager certains événements privés qui peuvent entraver quand même les parcours professionnels et que les hommes, je suis désolée, mais ils ne se posent pas ce genre de questions. Mais donc, moi, je pense qu'il y a un mentorat. Et le mentorat féminin à mettre en place. Il y a également, il faut qu'on ait plus d'espace de sororité, où on va se soutenir entre femmes. Il y a le terme anglais empower. On va devoir empower each other. Et là, c'est très important de mettre en place des plateformes comme ça parce que nos problématiques, c'est nous qui les comprenons et ce n'est pas les hommes qui vont les comprendre. Après, il y a l'entreprise. Au sein de l'entreprise, il faut savoir faire évoluer les discussions autour de la différence entre les femmes et les hommes au sein des entreprises pour qu'on puisse proposer des solutions concrètes. Et ça, je pense que quand je dis l'entreprise, c'est vraiment, ça doit être transféré à l'échelle politique. Et là, je trouve qu'il y a déjà une discussion en cours, mais les disparités sont toujours là, surtout salariales. Donc, et ça n'évolue pas assez vite. Okay. Donc, voilà. Tout à fait d'accord avec toi et je vois que vos réponses aussi, toutes les deux, sont très, très alignées. On peut passer à la prochain point qui est votre source d'inspiration à toutes les deux. Pour vous, quelle était une femme ou un modèle qui a influencé votre parcours professionnel ou même au quotidien? Et comment est-ce qu'elle vous a influencé, vous, qui vous a influencé, qui a fait que vous êtes là aujourd'hui? Et voilà. Lydia, si tu pouvais nous en parler, quelle était ta source d'inspiration à toi? Alors, une source, je ne sais pas répondre vous l'avez peut-être remarqué, je ne sais pas répondre à un défi, une source. C'est comme quand on pose la question, c'est quoi ton film préféré? C'est quoi je ne sais pas répondre à ce genre de questions. J'en ai beaucoup, donc c'est la même chose. Moi, je dirais toute femme qui ose dire non et qui ose tracer son chemin avec ses propres règles, avec ses propres règles et ses propres aspirations et ses propres ambitions, et sans devoir s'excuser par rapport à ça. Alors, quand je dis non, toute femme qui ose dire non dans un milieu qui ne lui permet pas de dire non, alors que elle doit être un peu rock'n'roll pour faire ça, hein, mais toutes ces femmes-là, moi, elles m'inspirent. Elle peut être à la montagne au Maroc, elle m'inspire quand elle arrive à dire non, je ne vais pas faire ça. Elle peut être dans une entreprise, tout le bord est contre elle, elle dit non, moi, elle m'inspire. Une femme qui quitte un job de rêve pour construire une boîte dans la tech, sans savoir est-ce que ça va réussir, elle m'inspire. Donc, toutes ces femmes-là m'inspirent. C'est des femmes qui sont courageuses et qui osent dire non et qui osent tracer leur propre chemin. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup pour cette réponse, Lydia. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour toi, Carmen? Alors, moi, s'il y a une femme modèle qui a influencé mon parcours professionnel, moi, j'ai été plus disciplinée. J'ai choisi parmi toutes ces femmes qui nous inspirent. Donc, tout d'abord, il y a ma maman qui a toujours validé mes choix de mon parcours. Elle comprenait rien de ce que je voulais faire, mais elle me validait. Vas-y, tu peux le faire. Ben, je lui remercie. Donc, c'est une femme inspirante pour moi. Je ne sais pas comment elle a fait parce que moi, avec mes enfants, je n'arrive pas à faire la même chose. Sinon, il y a une femme qui m'a beaucoup inspirée. C'est Michelle Obama. Moi, j'adore cette femme. Ce qui m'inspire chez elle, c'est sa capacité d'assumer pleinement
qui elle est, tout en portant des responsabilités immenses. Elle parle beaucoup de confiance, de légitimité, de ne pas laisser les autres définir nos limites. J'adore ça. Dans des environnements comme la tech, on peut parfois se sentir minoritaire, ça on a compris. Ce message, il résonne particulièrement chez moi. Il m'a aidé à comprendre que je n'avais pas besoin de correspondre à un modèle existant pour réussir. On n'a pas. Il y a d'ailleurs une phrase d'elle que je trouve très puissante. Désolée pour l'accent. Your story is what you have, what you will always have. It is something to own. Je pense que c'est une idée essentielle. Nos parcours, nos différences, nos manières de voir les choses sont aussi tout qui créent de la valeur. Donc, moi, dans mon parcours professionnel, ça m'a aidé à comprendre que je n'avais pas besoin de rentrer dans un modèle existant pour être légitime. Je pouvais construire ma propre façon de diriger, de collaborer, de porter des projets. Et finalement, c'est ça, en fait, qui est le plus inspirant. Montrer qu'on peut ouvrir la voie tout en restant profondément soi-même. Ok, très bien. Je vous remercie toutes les deux pour vos réponses et pour cet échange sur votre parcours et votre ressenti dessus. Et on a déjà parcouru les 5 moments clés, on va dire, qui, pour moi, m'a semblé le plus important dans un parcours professionnel. On peut maintenant, c'est super, on a quand même quelques minutes, on peut passer aux questions. Lors du mail d'inscription, je pense que vous avez vu qu'il y avait un petit sondage à la fin qui vous a permis de nous envoyer vos questions par mail. Quelles questions est-ce que vous souhaitez poser à nos 2 intervenantes aujourd'hui? Nous avons sélectionné les 3 questions qui sont le plus revenues. Et on va échanger autour de ça. Mais comme on a pas mal de temps, je vous conseillerais aussi, si vous avez des questions, que ce soit en face pour des questions pour Lydia ou pour Carmen ou en général, je vous encourage à les poser dans le chat que Blanche pourra nous transmettre après. Alors, les 3 questions qui sont le plus revenues, du coup, dans notre sondage, c'est question numéro 1, comment faire entendre ses idées lorsqu'on est souvent interrompu par des hommes. Je pense qu'on a quand même parcouru ce sujet-là, mais si vous avez une petite réponse concrète face à ça. Comme vous voulez, vas-y Carmen, je te laisse commencer. Je pense que beaucoup de femmes ont vécu déjà cette situation. Hein. On commence à partager une idée et hop, on est interrompu. Avec le temps, j'ai appris 2 choses. La première, c'est pas hésiter à reprendre la parole avec calme et assurance. Par exemple, dire simplement « Je voudrais terminer mon idée » ou « Je reviens sur ce que j'étais en train d'expliquer ». Ça peut paraître simple, mais c'est très puissant, en fait. Et la deuxième chose, je pense qu'une bonne idée ne devait jamais dépendre du volume de la voix qu'il apporte. C'est important d'avoir des alliés dans la salle. Quand quelqu'un qui dit « j'aimerais bien qu'on la laisse terminer sur ce point » ou comme elle disait tout à l'heure, ça change complètement la dynamique. Mais je pense que la vraie évolution doit être très collective. Hein. L'objectif n'est pas que les femmes apprennent à parler plus fort, mais que les environnements professionnels apprennent aussi à mieux écouter, je pense. Hein, tout à fait. Je te rejoins complètement, Carmen. C'est que sinon, ça va se transformer en combat de coq dans les réunions. Mais c'est vrai que c'est plus de l'autre côté que ça doit se passer, qu'on respecte, en tout cas, peu importe, homme ou femme, quand ils finissent ses propos, et après, on peut rebondir là-dessus. Mais c'est vrai que la démarche de « je finis mon point, s'il te plaît », et je passe après on peut débattre sur l'autre sujet. Ça marche en général très bien si on veut du concret. Mais encore une fois, c'est comme si c'est comme du sparadrap. Hein.
il faut quelque chose de plus intéressant et il faut que les mentalités changent. Et les mentalités changent, malheureusement, ça prend du temps, mais en attendant, il faut savoir s'imposer en réunion. Et là, voilà, il faut pas hésiter à dire j'ai envie de finir mon point. Est-ce que je peux finir mon point? Gentiment, bien sûr, ou pas gentiment, si vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Ben oui, il faut savoir s'affirmer et savoir dire que c'est mon tour, je parle. Et après, si vous avez des retours à faire, vous pouvez les faire, mais c'est moi qui a la parole pour l'instant. Et voilà. Et normalement, quel conseil donnerez-vous à votre vous de 20 ans quand vous avez commencé dans votre parcours? Lydia, Alors, vas-y. j'ai pas commencé à 20 ans, j'ai commencé à 24. Donc, c'est 20 ans, je venais d'arriver en école d'ingénieur, c'était encore autre chose. Mais en tout cas, au début, ce que j'aurais dit à 20 ans, c'est on apprend de toute façon en faisant. Ne crois pas que les choses vont arriver parfait le jour J. Hein. Sache qu'on apprend toujours en faisant. Tout ira bien dans le futur, t'inquiète pas. Et je dirais aussi, la troisième chose, c'est l'ambition est quelque chose de légitime. Ne laisse personne te dire que c'est pas légitime, surtout quand tu es une femme. Voilà. L'ambition, c'est quelque chose de légitime. Et je pense qu'il y a, quand une femme est ambitieuse, elle est très mal perçue. Quand un homme est ambitieux, il est stratège, il est bien, hein, mais quand une femme est ambitieuse, on ne la voit pas de la même façon. Donc, je lui dirais que l'ambition est légitime. C'est vrai. Et toi, Carmen? Moi, je dirais à Carmen de 20 ans, vas-y, ose, va jusqu'au bout, avance, fais-toi plaisir et effectivement, va ajuster avec le temps. Mais surtout, ose et reste spontanée, reste curieuse, avance. Je pense que c'est important. Quand on commence notre vie professionnelle, on se bride, on essaie d'être comme des caméléons, trouver un modèle en face de nous et peut-être on l'a pas et peut-être qu'on n'ose pas aller plus loin. Et je pense que oui, il faut y aller. Garder la curiosité et avancer. Ok, très bien. Et le dernier point, je pense que c'est vraiment un point qu'il faut en parler, c'est comment négocier son salaire ou avoir une promotion avec confiance, je pense du coup en tant que femme, parce que on a quand même beaucoup, dans beaucoup de métiers, que ce soit dans la tech ou pas, que les hommes ont plus en termes de salaire qu'une femme, alors qu'ils font le même métier, qu'ils font la même chose. Et même en tant que promotion, s'il faut donner une promotion, ça va toujours être envers un homme d'abord, au lieu de considérer à lui donner à une femme. Voilà. Et quels sont vos ressentis sur ce sujet-là, Carmen? Quels sont tes ressentis à toi par rapport à ça? Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est négocier son salaire. Au départ, c'était pas forcément quelque chose d'évident, mais quand on se sent légitime, par contre, il y a une chose, il faut vraiment important de voir quel est son marché. Quand on est en école, on nous promet, on va finir, on va être tout de suite millionnaire, les super salaires. Non, il faut vraiment rester cohérent avec où tu es, faire ton étude de marché, voir un petit peu comment tu te situes et si effectivement, comme tu dis, voir quel est le salaire de tes collègues masculins et
trouver les arguments, bâtir les bons arguments pour faire sa demande d'augmentation. Et dans cette question, comment négocier son salaire pour une promotion avec confiance, il y en a beaucoup qui ne demandent jamais d'augmentation de salaire ou qui négocient jamais leur salaire parce qu'elles attendent à ce que leur responsable dise « Ah non, mais elle fait tellement bien son travail, attends, je vais lui faire une augmentation de salaire. » Or, ça vient jamais. Donc, voilà, c'est si on sent qu'on s'est bien investi, on fait son étude en interne, on essaie de voir et on doit oser déjà la demander. Hein. Ok. Et Lydia? Alors, ça revient un petit peu à la même question que tout à l'heure, c'est que en général, et c'est très humain, c'est qu'on attend souvent la reconnaissance qui vient de l'autre. Alors que dans une négociation, la clé, bien évidemment, c'est la préparation. Il faut préparer cet entretien, en tout cas de négociation de salaire. La reconnaissance, avant que quelqu'un te reconnaisse, il faut que toi-même, tu te reconnaisses, que tu reconnaisses ta propre valeur. Et pour ce faire, il faudrait plutôt… la clé, c'est vraiment de comparer par rapport aux projets que tu as réalisés dans l'année, de bien les lister, de les avoir en face, de savoir combien tu vaux dans le marché et d'avoir des choses chiffrées à présenter lors de la négociation. Et ne pas l'aborder comme étant une confrontation où il faut sortir gagnant-gagnant, parce que des fois, la négociation de salaire, ça peut prendre pas juste l'entretien qu'on a avec la RH tout de suite ou avec le manager, ça peut prendre du temps. Mais donc, il faut vraiment avoir les chiffres en tête, ce qu'on va avoir comme augmentation en tête avant d'y aller. Donc, pour moi, la clé, c'est vraiment la préparation et la connaissance de ses propres valeurs dans le marché. Très bien. Ben, merci à toutes les deux pour vos réponses. Et Blanche, je ne sais pas si nous avons des questions dans le chat. Alors, Laurence qui vient de nous en poser une. Elle a dit j'ai un parcours dans des grands groupes et je pense que mon statut de femme ne m'a pas vraiment limitée. Maintenant, je veux bosser dans des plus petites structures. Je crains d'être plus confrontée à ces problématiques dans les PME, ETI. Avez-vous un avis? Pas forcément, ça dépend. Je pense que ça dépend quelle est la structure. Moi, peut-être Lydia, vas-y, Carmen. Oui, je pense pas. Ça veut dire que c'est ta posture, Laurence. Si tu dis que tu n'as jamais eu des problèmes avec ton statut de femme, ça t'a pas limité. Je pense pas. Je pense que tu as trouvé la bonne posture, le bon équilibre. Ou ça, c'est pas un sujet pour toi. Il faut pas le créer. Peut-être, vas-y, lance pas. Tu vas bien voir, mais je pense pas. Ça dépend. Moi, je vous avoue, je t'avoue, Laurence, que je n'ai pas beaucoup compris ta question. Est-ce que ta question, c'est que les grands groupes, ça ne t'a pas tu ne te sentais pas forcément limité par rapport à ton statut de femme, et là, tu veux tester les ETI et tu veux voir si tu seras limitée. C'est quoi la question? Ouais, c'est ça que je comprends. Hein. En tout cas, j'ai répondu à ça. Okay. Moi, je n'ai pas… Je sens plus mature. Ah ben ça, c'est clair parce que en général, je ne sais pas si tu connais un peu les statistiques en France, mais les PME, les ETI sont souvent transmis de façon, de génération en génération. Donc, l'esprit n'est pas le même, l'esprit n'est pas international, n'est pas très ouvert. Donc, si tu veux un nouveau challenge autant que femme dans une PME, je pense que oui, tu pourras le tester et puis on saura, mais en tout cas, ça sera beaucoup moins friendly envers les femmes que les grands groupes, ça c'est clair. Après ça, on n'avait pas vraiment de questions. Par contre, on a eu quelques remarques. Donc, on a Nathalie, par exemple, qui nous dit en tant qu'experte SIRH, je conseillerais d'abord de comprendre la structure d'un salaire et la différence entre une rémunération et un salaire. D'autre part, les écoles devraient enseigner la négociation et la structure de la rémunération. Donc, ça, c'était en retour à comment négocier son salaire
ou une promotion. Ok. Et par rapport à ça, on a eu du coup certaines personnes qui sont revenues sur ce syndrome d'imposteur dont vous avez beaucoup parlé, et très bien par ailleurs, en disant, donc on a Laurence par exemple qui a dit que souvent elle trouvait qu'elle doutait trop, et ça l'a aidé effectivement d'avoir un coach pour l'accompagner à ce niveau-là. Mais elle a aussi remarqué que ça pouvait être une force de douter. À ça d'ailleurs, Camille a réagi et a dit que oui, en fait, c'est ce qui pouvait faire de nous des perfectionnistes, et c'était dommage que ce ne soit pas aussi reconnu malheureusement dans notre société ou dans les entreprises. Voilà, si vous avez un avis par rapport à ça. Allez-y, comme vous voulez, une d'entre vous deux. Tu veux y aller, Carmen? Vas-y. Alors, effectivement, moi, le syndrome de l'imposteur, j'en ai, je pense, beaucoup parlé. Effectivement, avant de se lancer dans quelque chose, on se pose beaucoup trop de questions et il faudrait vraiment arrêter. Parce que vraiment, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, on apprend en marchant, on apprend en commettant des erreurs, on apprend. On ne peut pas avoir un projet parfait. Et c'est une fois qu'on aura le projet parfait qu'on va le lancer. Non, ça ne se passe pas comme ça. On lance, on ajuste, on peaufine et ça arrive par la suite. Et je vous promets que les hommes ne se posent pas ce genre de questions. Voilà. Ouais. Exactement. Test and learn. Exactement. Du coup, comme on n'a pas d'autres questions et on est quand même à la fin, il nous reste 8 minutes dans notre live. Et c'est super, on a quand même respecté le temps dédié. Je vais faire une petite conclusion, je pense. D'abord, j'aimerais commencer par vous remercier toutes les deux pour votre temps, Lydia et Carmen. Vraiment, merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Je pense que ça va aider pas mal de jeunes. Moi-même, je me sens inspirée en tant qu'une jeune de 23 ans qui vient tout juste de commencer sa carrière. Et je vais en prendre note. Surtout pour le petit commentaire d'être quand même rock'n'roll et d'être à sa façon, de prendre confiance en soi. Je pense que Blanche aussi, comme on est toutes les deux toutes jeunes, je pense qu'on va en être inspirés. Et je vous remercie aussi les participants pour votre présence aujourd'hui. Et j'espère du coup que ça vous a aidé de voir un petit peu plus clair. Et si vous avez d'autres questions qui vous reviennent plus tard, je vous partage ici les contacts de Carmen et de Lydia. Vous pouvez les contacter par LinkedIn. Excusez-moi. Voilà. Je vous mets le LinkedIn juste ici. Et normalement, vous aurez aussi le replay qui vous seront envoyés par mail tout à l'heure, et ça sera aussi mis sur notre page YouTube. Donc, je vous remercie toutes les deux. Est-ce que vous avez un petit mot de fin pour conclure Je remercie le hibou de m'avoir donné cet espace d'échange. Je trouve ça super sympa, très intéressant. Et il y a plein de sujets qu'on doit prendre à cœur et développer. Et il ne faut pas avoir peur d'être l'acteur de son parcours professionnel. Je pense que c'est important. Et Lydia, un petit mot de la fin? Alors, moi, encore une fois, je remercie le hibou et toi, Laurie, et Blanche aussi, en tout cas, d'avoir organisé cet événement. Moi, j'ai toujours été présente pour parler de ce genre de sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et si j'ai un mot de la fin à dire, c'est oser faire ce que vous voulez. Et il n'y a pas qu'un chemin possible, il y en a plusieurs, il faut les tester. Voilà, c'est ce que je souhaiterais dire. Ok, très bien. Merci à tous et merci à toutes pour votre présence.
On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci, Lucie Blanche. Merci, Merci. Lydia. Au revoir. Au revoir.